L'Ukraine frappe un navire énergétique russe. Le ciel arctique s'embrase. 28 septembre 2025. Le calme glacial de la mer aride fut soudainement brisé. Le Belelagorsk Sept, un navire de transport nucléaire de 12,0 tonnes, fendit les eaux glacées au nord de Murman, transportant ce que Moscou qualifiait fièrement d'avenir de la guerre stratégique. À l'intérieur de sa coque blindée se trouvaient 160 tonnes de barres de combustible d'uranium, 23 réservoirs de plutonium de qualité militaire et des systèmes de guidage de précision pour le Zircon. Le missile hypersonique le plus récent de la Russie. Pour le Kremlin, il était intouchable. Pour l'Ukraine, il était impardonnable. Depuis des bases secrètes, à Cherna, 75 drones et 3 MiG-29 Ghost Wings ont rugi dans le ciel. 25 brouilleurs radars, 50 drones kamikazes et 6 missiles Kh-29 L ont verrouillé les coordonnées du navire. Sous les nuages noirs du chevalier de l'Arctique, Kiev se préparait à son opération la plus audacieuse à ce jour. Une frappe qui mettrait à l'épreuve le courage, la précision et le destin lui-même. Une petite nation peut-elle vraiment rivaliser avec la puissance nucléaire d'une superpuissance? Ou cet acte déclenchera-t-il quelque chose de bien plus dévastateur qu'une guerre? Découvrons-le. 28 septembre 2025. 3h, 20h de Moscou. La mer stérile Escantenou est calme sous une lune pâle. Des vagues glacées fendent la brume du nord. De loin, le cargo nucléaire russe, Belelagorsk Sept apparaît serein glissant vers l'embouchure de la baie de Kola, l'artère protégée menant à Severomorsk, base de la flotte du Nord, pièce maîtresse de la dissuasion nucléaire russe. À bord de ce navire de 12,0 tonnes, 42 membres d'équipage sont de service de nuit. Des ingénieurs testent les vannes de refroidissement des techniciens, surveillant les blindages d'antiradiation des marins, nettoient les couloirs encombrés de machines lourdes. Mais ce qu'ils transportent dépasse de loin toute cargaison ordinaire. Au fond des compartiments en acier se trouvaient près de 160 tonnes de barres de combustible d'uranium, 23 conteneurs de plutonium de qualité militaire et des pièces mécaniques de précision pour le programme de missiles Zircon, une arme hypersonique de nouvelle génération que la Russie affirme pouvoir voler à Mach 9 et pénétrer n'importe quel système de défense occidental. La valeur estimée de la cargaison dépasse 4,6 milliards de dollars, mais sa valeur stratégique est immense. Si le matériel parvient à Severomorsk, la Russie sera en mesure de produire en masse des missiles Siren capables d'atteindre des cibles situées à 1,6 km en moins de 7 minutes. De quoi submerger les défenses aériennes ukrainiennes et semer la terreur en Europe. Les services de renseignement ukrainiens suivaient le navire depuis des semaines. Des signaux satellitaires provenant de la côte nord de la Norvège ont confirmé sa route. Leur découverte a ébranlé le commandement à Kiev. Le Belagorsk 7 atteindrait Severomorsk en 9 heures et la portée radar du centre naval le plus fortifié de Russie. Attendre davantage signifierait un désastre. À 3h37, un ordre unique fut transmis à l'ensemble du commandement des opérations interarmées ukrainien, arrêt immédiat. Aucune diplomatie, aucune hésitation. La décision avait été prise, une décision audacieuse, irréversible et dangereuse. Pour empêcher le lancement de Siron, l'Ukraine aurait dû frapper une cible impossible. Un navire nucléaire protégé par la flotte du Nord elle-même. Et le temps pressait. 3h45. Base aérienne secrète région de Cherna Nord de l'Ukraine. Dans la salle de commandement souterraine, 12 officiers supérieurs étaient réunis autour d'une carte numérique qui brillait dans la pénombre. Le marqueur rouge Belelagorsk Sept se déplaçait vers le nord à 12 nœuds approchant de Severomorsk. Chaque mille parcouru était un compte à rebours vers la catastrophe. Si la cargaison atteignait sa destination, la Russie assemblerait plus de 80 Zircon Miles, chacun capable de transporter une ogive nucléaire de 500 kilotonnes, soit 40 fois la puissance d'une bombe d'Hiroshima. Le principal stratège ukrainien, le général Pavlo Herzenko, désigna l'écran. Nous frappons maintenant ou nous affronterons des tirs hypersoniques. Son plan était audacieux, presque téméraire, mais mathématiquement précis. 25 drones leurres équipés de brouilleurs radars pour tromper les systèmes de surveillance russes. 50 drones kamikazes, transportant chacun 18 kg d'explosifs PBX, 12 programmés pour simuler un essaim aérien de grande envergure, 3 chasseurs, MiG-29,
Ghostwing armé de 6 missiles, KH-29L, à guidage laser, ont été chargés de porter le coup final. Chaque coordonnée altitude et intervalle de temps a été calculé à la seconde près. Le plan reposait sur une vérité fragile. 5 minutes de chaos au sein du réseau radar de Severa Morse allaient décider du sort de la mission. À 4H15, l'équipage a ravitaillé chaque MiG-29 avec 400-500 litres de kérosène. Au sol, les techniciens vérifient leur dispositif de ciblage, tandis que les pilotes âgés en moyenne de 29 ans attachent silencieusement leur casque. Pas de musique, pas de discours, juste le doux ronronnement des moteurs et la certitude qu'un échec signifierait l'extinction. À 4H22, les portes du hangar s'ouvrirent. Sous le ciel de l'aube, 75 drones jaillirent dans l'obscurité comme des étincelles. Quelques minutes plus tard, 3 formes noires argentées s'élancèrent vers le nord en direction de l'Arctique. La chasse était lancée. Le pari de l'Ukraine allait-il frapper le cœur de la puissance russe ou les défenses de Moscou allaient-elles transformer le ciel en un mur de feu 4H31? Le ciel arctique était sombre et silencieux. Puis en quelques secondes, le silence fut rompu. Depuis une position à 60 milles au sud de la baie de Kola, un essaim de 75 drones ukrainiens a déferlé comme une marée d'acier à travers les nuages bas. 25 conçus pour brouiller tous les écrans radars. 50 missiles armés d'ogives à haut pouvoir explosif et transportant chacun une charge utile de plus de 18 kg ont vu leur signature de vol disparaître sous le déluge électromagnétique qu'ils ont engendré. Pendant un bref instant, les stations radars russes proches du cap Vatona se sont illuminées dans un chaos indescriptible. Des dizaines de pointes lumineux en mouvement sont apparus. 75 pointes de contact volant à basse altitude réparties dans un rayon de 40 mètres. Les sirènes retentissaient sur le réseau d'alerte précoce de C. Morris. Dans le bunker de contrôle, les commandants donnaient des ordres à voix haute. Le système S. 350 VIA était activé. 12 lanceurs s'élevaient dans le ciel. À proximité, 3 batteries Panzer S. Un furent activés verrouillant des cibles à une altitude inférieure à 152 mètres. À 4H35, les premiers BIOS missiles s'élancèrent de leur aile. Leur taille, 289 intercepteurs M. 96, chacun se déplaçant à Mach 5,5. Un à un, les drones explosèrent en plein vol, illuminant le ciel comme une chute de neige enflammée. En 10 minutes, l'espace aérien s'est transformé en un véritable brasier. 37 drones ont été détruits. 11 ont explosé en vol. 8 ont été consumés par une réaction en chaîne. Les Russes pensaient avoir survécu à la tempête. Les officiers ont poussé un soupir de soulagement, croyant l'attaque terminée. Mais ce qu'ils ne virent pas, c'était ce qui se cachait au-dessus des nuages, 3. MiG-29, dissimulé à 230 mètres d'altitude, attendant que le bruit se calme. À 4H40, l'ordre fut donné. En formation parfaite, les MiG-29 fendaient les nuages, tels des aigles fondant sur leur proie. En quelques secondes, leur altitude chuta de 3,6 cm à 1,2 cm, leur vitesse dépassant Mach 1,2. Le pilote aux commandes, le capitaine Alexis Hanji, s'était armé. 6 missiles à guidage laser cage. 29, L, pesant chacun, 560 kg et capables de pénétrer 1 mètre d'acier renforcé. Premier impact. 2 missiles d'un blanc incandescent s'écrasent dans le compartiment moteur du Belelagorsk Sept. L'impact a pulvérisé le cœur du réacteur central du navire, provoquant une onde de choc qui a brisé des vitres à 6,5 km de distance. 4H, 40 est un MiG-29S. Une seconde salve. 2 autres missiles KH-29 ont percé le pont central où étaient fixés les assemblages de combustible nucléaire. L'impact a vaporisé les boucliers protecteurs projetant des débris surchauffés à travers le navire. 4H, 4134. Les deux derniers missiles ont percuté le compartiment de confinement avant rompant les cuves du réacteur au plutonium et les stabilisateurs hydrauliques utilisés dans les chaînes d'assemblage de Ciron. L'explosion qui suivit projeta une colonne de feu de 90 mètres de haut à plus de 100 degrés, aveuglant le ciel d'un orange incandescent.
En moins de 27 secondes, les 42 membres d'équipage n'eurent aucune chance de s'échapper. En moins de 3 minutes, le Bellenogorsk Sept avait disparu. Une montagne d'acier engloutie par l'Arctique. Son faisceau lumineux a clignoté sur le radar, puis a disparu. Au-dessus des flammes, les MiG-29 ont viré brusquement vers l'ouest, puis ont disparu dans les nuages. L'impensable s'était produit. Une seule attaque coordonnée d'une durée de seulement 8 minutes et 24 secondes a détruit un navire valant plusieurs milliards de dollars et bouleversé l'équilibre des forces dans le Nord. Ce qui va se passer ensuite choquera même les commandants russes. Restez avec moi, car le véritable chaos commence après l'explosion, et avec les propres commandants russes. Restez avec moi, car le véritable chaos commence après l'explosion. 5 à 6 mers dévastées. L'enfer qu'était le Belagor Sept brûlait comme une seconde aube sur l'Arctique. L'explosion a transformé 1,6 million de gallons de carburant pour navires et des centaines d'éléments radioactifs en un véritable chaudron bouillonnant. Des boules de feu se sont élevées à 120 mètres dans le ciel, et en quelques minutes, une lueur cramoisie s'est reflétée sur les champs de glace s'étendant sur plus de 20 000 nautiques. Des ondes de choc ont secoué la baie de Kola, frappant de plein fouet les patrouilleurs russes et brisant des vitres sur toute la côte de Seamores. Pour Moscou, le cauchemar était bien plus qu'un simple désastre militaire, il était environnemental, économique et psychologique. Les premières estimations indiquent que plus de 4,6 milliards de dollars de matière et de technologies nucléaires classifiées ont été perdus. Plus de 42 membres d'équipage ont été tués sur le coup et l'épave du navire dispersé sur une zone de 7 miles carrés fume encore et dégage des fumées toxiques. Les unités d'intervention d'urgence russes ont dépêché des hélicoptères et des navires de sauvetage de la marine, mais les alarmes de radiation les ont contraints à se retirer avant de pouvoir atteindre l'épave. À 5H15, le quartier général de la flotte du Nord était totalement bouclé. Les communications satellitaires avec Moscou étaient saturées d'informations contradictoires, certaines évoquant une frappe de drone de l'OTAN, d'autres pointant directement du doigt de l'Ukraine. À Kiev, les autorités gardaient le silence. Une seule phrase circulait sur les réseaux cryptés. La cible a été neutralisée. À travers l'Europe, des capteurs de radiation ont détecté de faibles anomalies dérivant vers le sud au gré des vents arctiques. La Norvège et la Finlande ont relevé leur niveau d'alerte de défense, tandis que l'Union européenne a convoqué une réunion d'urgence avant l'aube. Les médias ont rapporté à 6H0 qu'il s'agissait de l'explosion la plus dangereuse en mer du Nord depuis 1986. En Russie, le chaos s'est propagé plus vite que les flammes. La télévision d'État a flouté les images de l'épave en flammes, mais une vidéo de pêcheurs a fuité quelques heures plus tard. Mer agitée, oiseaux morts, une colonne de fumée qui semblait s'élever jusqu'aux nuages. Sur les réseaux sociaux, les Russes ont commencé à poser la question que leur gouvernement redoutait le plus. Comment une nation possédant la marine la plus puissante du monde a-t-elle pu perdre un navire de guerre nucléaire à proximité immédiate de son port? Au lever du soleil, les vents arctiques charriaient fumée et silence. La base navale de Severomorsk, jadis symbole de puissance, était désormais cernée par une menace invisible, alors que les flammes s'apaisaient. Les pires craintes de Moscou se confirmèrent. Son arsenal nucléaire avait été frappé non par une armée, mais par une précision, un calcul et une audace inattendues. Dans l'après-midi du 28 septembre 2025, les incendies arctiques s'étaient calmés, mais la tempête politique ne faisait que commencer. Moscou confirma la perte des 7 réacteurs Belogorsk, la qualifiant d'accident industriel. Mais les images satellites diffusées par les services de renseignement occidentaux racontaient une toute autre histoire. Un navire de 12 tonnes coupé en deux, calciné jusqu'à la quille, entouré d'une zone contaminée de 11 km de large. Ce que l'Ukraine a réalisé en 8 minutes a coûté à la Russie plus de 4,6 milliards de dollars en matériel perdu, des décennies de recherche et un coût dévastateur à sa crédibilité nucléaire. Les analystes ont comparé l'attaque à un Tsushima des temps modernes, une humiliation qui a bouleversé la guerre navale il y a un siècle. En quelques heures, la flotte du Nord a immobilisé tous ses navires de transport nucléaire. La production des missiles Surkon a été suspendue sine die,
Plus de 300 ingénieurs ont été réaffectés à l'enquête sur les prototypes disparus. Même l'Agence énergétique d'État russe a averti que le nettoyage pourrait prendre 10 ans. Écoutez, 2,2 milliards de dollars supplémentaires, tandis que les niveaux de radiation près de la baie de Kola ont atteint un pic de 240% par rapport au niveau de référence. À Kiev, les autorités ont rompu le silence à 19 heures sur local. Leur déclaration était brève, mais ferme. Nous avons agi pour éviter une catastrophe plus importante. En coulisses, les responsables de la défense occidentale ont discrètement reconnu leur admiration, non pas pour la destruction, mais pour la précision de l'opération. Aucune cible civile n'a été touchée. Aucune réaction en chaîne ne s'est produite. Il s'agissait d'une opération menée dans des conditions impossibles, mais le débat éthique a dépassé le cadre du champ de bataille. S'agissait-il d'une lutte défensive pour la survie ou d'un pas vers une ère plus sombre de guerre préventive? Pour beaucoup, cela symbolisait l'essor de petites nations qui privilégiaient le renseignement à l'intimidation, la technologie à la puissance de feu. Alors que la poussière retombait sur la mer du Baron, une vérité demeurait. La guerre entrait dans un nouveau chapitre écrit non par la force, mais par le courage, le calcul et la froide logique de la survie. Dans le silence glacial de la mer déserte, il ne restait que des débris, des tôles tordus, reposant sous des couches de glace noircie, une tombe silencieuse pour 42 marins et les ambitions d'une superpuissance. Le Rostov 93 avait disparu, mais son impact commençait à peine à se faire sentir. Partout en Europe, les radars de défense restaient en alerte maximale. À Moscou, les généraux parlaient à voix basse et à Kiev, un sentiment mêlé de soulagement sombre et d'appréhension planait. Car chaque victoire dans cette guerre portait une ombre. La destruction du transport nucléaire n'était pas une simple frappe. C'était un message gravé dans le feu. Elle annonçait au monde que l'équilibre des forces avait basculé. Qu'une nation autrefois considérée comme surpuissante pouvait frapper au cœur d'un empire nucléaire et l'emporter. Pourtant, derrière ce triomphe, se cachait une question insoluble. Jusqu'où cette guerre pouvait-elle aller avant qu'il ne soit plus possible de faire marche arrière? Les répercussions internationales furent immédiates. Les Nations unies convoquèrent une session d'urgence mettant en garde contre une escalade sans précédent. Les marchés de l'assurance s'effondrèrent. Les routes maritimes traversant l'Arctique ont été suspendues. Les détecteurs de radiation en Norvège, en Finlande et dans le nord de la Russie ont affiché une alerte rouge pendant plusieurs jours. Les experts estiment que les opérations de nettoyage et de confinement pourraient nous coûter 7 milliards de dollars au cours de la prochaine décennie, avec des dégâts écologiques s'étendant sur 3,000 km² d'océan. Mais tandis que les politiciens débattaient une vérité, était impossible à ignorer, la frappe ukrainienne avait redessiné la carte de la guerre moderne. Ce n'était pas la taille de l'armée de l'armée qui importait, mais la finesse des renseignements, le sens du timing et la détermination. Le 93 de Rostov resterait gravé dans les mémoires, non seulement comme une tragédie, mais aussi comme un tournant décisif. La nuit où une petite nation acculée et désespérée frappa la plus grande menace de la Terre et la fit saigner. Tandis que le vent d'Arctique hurlait sur la mer déserte, l'histoire retint son souffle, attendant de voir qui oserait agir ensuite. Si vous pensez que cette histoire mérite d'être racontée, aimez, abonnez-vous et partagez vos impressions ci-dessous. Car quelque part dans le silence de cette mer du Nord, l'histoire attend peut-être déjà sa prochaine tempête.